Paris a perdu près de 200 000 habitants en l'espace d'une petite décennie. Oui, c'est énorme. C'est l'équivalent d'une ville entière, de la taille de Rennes, qui s'évapore littéralement de la capitale. Et le coupable n'est pas un grand mystère, les données de nos sources pointent toutes dans la même direction. Le coût de la vie et surtout la flambée immobilière. Exactement. C'est une hémorragie démographique qui donne le vertige en fait. La pression spéculative redessine totalement la sociologie de la ville et ça chasse progressivement les classes populaires et moyennes au-delà du périphérique. Bien, décortiquons tout cela. Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un dossier absolument décisif, à savoir les élections municipales de Paris de 2026. Un très gros dossier, oui. Oui, nous avons rassemblé sur la table une épaisse pile de documents. Des extraits de programmes officiels, des notes de presse analytiques et des retranscriptions de débats qui sont, disons, parfois très houleux. Très houleux, c'est le mot. Notre mission, pour ceux qui nous écoutent, c'est d'offrir une grille de lecture claire, pédagogique et bienveillante de ces enjeux. Et nous allons nous concentrer spécifiquement sur le programme intitulé « Le nouveau Paris populaire », porté par la candidate Sophia Chikirou pour la France Insoumise. Tout à fait. Tout cela est structuré autour de notre document source principal, le fameux fichier zchikirou.pdf. Le but, c'est de comprendre la mécanique interne de ce projet, particulièrement face au défi absolu qui attend la prochaine mandature, la situation financière de la capitale. Et juste pour être parfaitement clair, avant de plonger là-dedans, on a affaire à des documents qui sont hautement inflammables sur le plan politique. Ok, oui. Les sources que nous allons disséquer contiennent des positions extrêmement marquées, qui sont parfois aux antipodes les unes des autres. Donc notre rôle ici n'est de distribuer aucun bon point. Non, bien sûr. Nous n'allons ni justifier ni critiquer idéologiquement ces propositions. L'objectif, c'est vraiment de décoder la mécanique de ce programme, de rapporter fidèlement la vision de cette candidate, tout en la confrontant aux critiques de ses adversaires. Voilà, fournir des clés de compréhension purement analytiques. C'est exactement ça. Alors, pour commencer, j'ai lu les chiffres de la dette parisienne dans nos sources. On parle de entre 10 et 12 milliards d'euros. Honnêtement, ça donne le vertige. Oui, c'est un chiffre massif. Cela représente un coût d'environ 540 millions d'euros par an, uniquement pour payer les intérêts et les remboursements de base. Rien que pour le service de la dette, oui. C'est ça. Et quand on lit les déclarations du bloc libéral et conservateur dans nos revues de presse, des figures comme Sarah Knafo, Rachida Dati ou Pierre-Yves Bournazel, le constat est apocalyptique. Ils décrivent une ville au bord de la faillite, en fait. Littéralement. Ils réclament un choc de gestion immédiat. De l'austérité, la baisse drastique du nombre de fonctionnaires, voire même la privatisation de certains services comme le ramassage des déchets. Oui, c'est leur ligne directrice. Mais quand on ouvre le document de Sophia Chikirou, on a presque l'impression qu'ils ne vivent pas sur la même planète. Eh bien, c'est parce que le prisme d'analyse est fondamentalement différent. L'approche traditionnelle, celle de la droite et du centre, elle est strictement comptable. Le document jchikirou.pdf, lui, refuse catégoriquement ce terme de faillite et rejette toute cure d'austérité. D'accord. La doctrine qui est exposée, c'est que la dette n'est pas un fléau économique en soi, mais à une condition stricte. Il faut qu'elle serve à financer des investissements d'avenir, des infrastructures durables, et non pas le fonctionnement quotidien de la mairie. Ce qui est une distinction cruciale. Absolument. Et pour relativiser cette urgence, le texte met en avant une donnée comparative très intéressante. Le taux d'endettement de Paris représente aujourd'hui environ 85% de son budget annuel. Ce qui paraît beaucoup dit comme ça. Mais la candidate souligne que ce ratio est finalement bien inférieur à celui de nombreuses autres métropoles mondiales. New York, par exemple, se situe autour de 95% et Londres culmine à près de 200%. Ah oui, 200% quand même. En fait, c'est la fameuse différence entre une carte de crédit et un prêt immobilier. C'est une excellente analogie. Si j'emprunte tous les mois avec une carte de crédit à des taux exorbitants juste pour payer mes courses au supermarché, c'est de la cavalerie financière. C'est toxique. Voilà. Mais si je contracte un prêt sur 30 ans pour acheter un appartement qui va prendre de la valeur et me loger durablement, c'est un investissement intelligent. Le programme se place clairement dans cette seconde logique. Tout à fait. Mais bon, cela pose une question mécanique très simple. Comment financer un tel niveau d'investissement sans se retrouver totalement à la merci des marchés financiers mondiaux? C'est là que le document détaille des leviers de financement assez inédits pour une municipalité. Le premier, c'est la mobilisation directe de l'épargne citoyenne via la création d'un livret Paris Solidarité. Un livret géré par la ville. Oui, l'idée est de contourner les banques classiques en s'appuyant sur le crédit municipal de Paris. Ah,
Le fameux monde de piété. C'est ça. Historiquement, c'est la plus ancienne institution financière de la ville, créée à l'origine pour lutter contre l'usure. Le programme propose d'utiliser cette institution, dont la ville est d'ailleurs l'unique actionnaire, pour proposer un livret rémunéré aux Parisiens. D'accord. Et cet argent servirait à quoi? Leur épargne irait financer directement, en circuit court, la construction de logements ou la transition écologique de la ville. Ingénieux. Et au-delà de l'épargne, il y a évidemment la question des impôts. Le programme ne s'en cache pas, il assume une augmentation ciblée de la fiscalité. Oui, c'est assumé noir sur blanc. Nos sources parlent d'une hausse de 2,5 points de la taxe foncière. Pour ancrer cela dans le réel, les concepteurs du programme estiment que l'impact serait d'environ 10 € par mois pour un appartement de 130 mètres carrés situé dans le 11e arrondissement. Ce qui, proportionnellement à la valeur d'un tel bien à Paris, est présenté comme un effort de solidarité tout à fait absorbable par les propriétaires. C'est sûr. Et il y a d'autres cibles fiscales, n'est-ce pas? Exactement. Le corollaire de cette mesure, c'est la surtaxation massive des éléments considérés comme spéculatifs ou de pur prestige. Le document détaille une volonté de frapper fort sur les résidences secondaires, qui prolifèrent dans certains arrondissements. Et sur les logements laissés intentionnellement vacants, j'imagine. Voilà. Il y a aussi cette proposition très spécifique d'augmenter drastiquement les redevances d'occupation de l'espace public pour l'industrie du luxe. Ah oui, j'ai vu ça. Lors de la Fashion Week, par exemple. C'est l'exemple cité, oui. Lors de la Fashion Week, des places ou des monuments entiers sont privatisés. Le programme estime que ces marques mondiales ne payent pas le juste prix pour l'usage de la marque Paris. Je vois. Et en termes d'économie interne? Le dernier pilier de financement repose sur la rationalisation des dépenses publiques. Il s'agit de stopper net les contrats faramineux avec des cabinets de conseil privés, type McKinsey, D'accord. et aussi de réformer les centrales d'achat de la ville qui, selon le constat dressé par le document, sont tellement inefficaces qu'elles font parfois doubler le prix du moindre stylo ou ordinateur acheté par la mairie. Alors, sur la rationalisation, je pense que tout le monde peut s'entendre. Mais sur la surtaxation, on touche à une limite légale évidente. Laquelle? Eh bien, c'est l'État central, le gouvernement français, qui fixe la très grande majorité des règles fiscales, les tranches, les plafonds. Comment une mairie, aussi puissante soit-elle, peut-elle décréter de son propre chef des taxes sur les résidences secondaires ou l'industrie du luxe sans se faire retoquer par la loi? C'est l'un des nœuds cruciaux de ce document. Le programme assume que ces mesures fiscales ne pourront pas toutes passer dans le cadre législatif actuel. Ah, donc ils le savent. Bien sûr, la stratégie proposée est celle du rapport de force avec l'État. La candidate revendique l'idée d'aller au bras de fer politique pour arracher des dérogations légales, des expérimentations ou même de nouveaux transferts de compétences fiscales. C'est audacieux. C'est assumé comme une méthode de gouvernance à part entière, utiliser la puissance symbolique et politique de Paris pour forcer la loi nationale à évoluer. Très bien. Si l'on accepte cette logique de créer de la dette pour investir et de forcer la main de l'État pour lever de nouveaux fonds, où va l'argent serre? Nos sources sont unanimes sur la destination de ces milliards. Le logement. C'est la mère des batailles, oui. C'est le cœur du réacteur de cette fuite de 200 000 habitants dont on parlait au début. Les loyers absorbent aujourd'hui entre 34% et 50% des revenus des ménages parisiens. C'est insoutenable pour beaucoup. Et le chiffre le plus choquant de notre pile de documents, c'est celui-ci. La ville compte 264 000 logements vacants, occasionnels ou résidences secondaires. C'est un chiffre astronomique. Et face à cette asymétrie entre des familles qui ne peuvent plus se loger et un parc immobilier inoccupé, le programme décrète ce qu'ils appellent l'urgence logement. Concrètement, ça se traduit comment? L'objectif chiffré est la production de 80 000 à 100 000 logements publics supplémentaires durant le mandat. Mais au-delà de la construction pure, c'est la reprise en main du parc existant qui est détaillée. Le document prévoit la création d'une brigade du droit au logement. Ce n'est pas juste symbolique. Non. Il s'agit de recruter des agents assermentés pour traquer, avec des outils d'analyse de données et des enquêtes de terrain, les fameuses 25 000 locations de type Airbnb qui opèrent dans la plus stricte illégalité. Ah oui, ces appartements entiers soustraits au marché locatif traditionnel par les investisseurs. Exactement, pour faire du profit à la nuitée, bien au-delà des 120 jours légaux autorisés. Et il y a cette mesure qui a fait couler énormément d'encre dans les réactions de la presse. La réquisition. Oui, le programme veut atteindre l'objectif zéro sans-abri en appliquant le droit de réquisition sur les bâtiments de bureaux ou les immeubles résidentiels vacants depuis plus de 18 mois. On parle souvent de cette loi comme d'un mythe, mais elle existe bel et bien depuis 1945. Elle existe, oui. Le défi, c'est que la procédure est d'une lourdeur administrative épouvantable. La mairie compte utiliser ce délai de 18 mois comme un couperet. Pour obliger les grands propriétaires institutionnels à agir. C'est ça.
Les banques ou les assurances qui laissent des immeubles vides pour spéculer sur leur valeur devront les remettre sur le marché, sous peine de voir la ville y installer des sans-abri ou des familles mal logées d'office. D'accord. Mais c'est là que ça devient fascinant, car en lisant les sources, j'ai trouvé un paradoxe absolu. Lequel? D'un côté, le programme annonce vouloir geler les loyers et les charges dans l'ensemble du parc social dès la première année, pour aider les locataires. Mais de l'autre, les documents nous apprennent que ces mêmes bailleurs sociaux ont dû augmenter leur loyer de 13% au cours des 5 dernières années. Oui, c'est vrai. Et pourquoi ont-ils fait ça? Parce qu'ils sont financièrement exsangues. Les critiques de la droite soulignent que la municipalité précédente a utilisé un mécanisme appelé la capitalisation des loyers. Un point très technique, mais fondamental. En clair, la mairie demandait aux bailleurs sociaux de lui verser par avance des décennies de loyers futurs, afin de boucler le budget de fonctionnement de la ville. Résultat, les bailleurs ont dû s'endetter massivement pour verser cet argent. Alors si on gèle maintenant leurs revenus avec ce nouveau programme, comment vont-ils payer l'entretien des immeubles, les ascenseurs en panne ou la rénovation thermique? C'est l'un des points de tension techniques les plus cruciaux de notre analyse. Vous avez raison. La réponse du document à ce paradoxe, c'est un changement complet de paradigme comptable. C'est-à-dire? L'idée est d'arrêter définitivement cette pratique des loyers capitalisés qui, littéralement, saignent les bailleurs. Ensuite, le financement de la rénovation de l'habitat social ne reposerait plus sur l'argent généré par les quittances de loyer des habitants. Mais sur quoi alors? Il serait directement pris en charge par le budget d'investissement global de la municipalité. C'est ici que l'augmentation de la taxe foncière ou les fonds du fameux livret Paris Solidarité entrent en jeu. Ah, je vois la connexion. Le programme assume de déconnecter l'entretien des HLM de leur rentabilité propre pour en faire une charge d'utilité publique financée par la richesse globale de la ville. Donc, on socialise les coûts d'entretien pour protéger les locataires, c'est cohérent avec leur doctrine, et si l'on sécurise le logement, la logique du programme se déplace ensuite vers le quotidien, la fin de mois. C'est la troisième grande section de notre exploration, ce qu'ils appellent le pari de l'entraide. Oui, parce que le logement ne suffit pas si l'on ne peut pas payer ses factures. Exactement. Ce volet détaille un vaste plan de lutte contre la pauvreté, structuré autour de boucliers sociaux. Le plus notable, c'est le bouclier énergétique. Concrètement, le programme veut imposer l'interdiction stricte des coupures d'eau et d'électricité pour les ménages endettés. Et il propose un système de tarification progressive, n'est-ce pas? Tout à fait. Pour équilibrer financièrement cette interdiction, les premières unités d'eau, celles nécessaires pour boire et se laver, deviendraient entièrement gratuites. En revanche, le mètre cube d'eau utilisé pour remplir une piscine privée ou arroser un grand jardin coûterait infiniment plus cher. Ce qui semble logique dans une optique de redistribution. Et puis, il y a cette expérimentation très commentée dans nos sources, le revenu municipal garanti. Oui, une mesure phare. L'idée, ce n'est pas de distribuer la même somme à tout le monde comme un revenu universel classique, mais de créer un filet de sécurité pour que plus aucun foyer parisien ne vive sous le seuil de pauvreté. La mairie verserait simplement la différence entre les revenus réels d'une personne et ce seuil calculé localement. Exactement. Et à cela s'ajoute un focus majeur sur la jeunesse et la petite enfance. Le programme parle de démarchandiser l'accès à la ville. Avec la gratuité des transports. Oui, gratuité totale des transports en commun pour les moins de 25 ans. Il promet aussi la création de 650 places en crèche publique, la gratuité des cantines scolaires pour les familles les plus modestes et l'ouverture nocturne des gymnases. L'objectif étant d'offrir aux jeunes des espaces de sociabilité sécurisés où l'on n'est pas obligé de consommer pour exister, d'après le texte. C'est l'idée. Mais s'il y a un point qui redessine totalement la politique urbaine dans nos sources, c'est vraiment la section sur le handicap. J'ai trouvé ça radical. Oui, le texte adopte une posture extrêmement ferme en dénonçant les politiques dites validistes des mandatures précédentes. Le validisme, pour préciser ce terme pour notre public, c'est le fait de concevoir des politiques urbaines exclusivement par et pour des personnes valides, sans prendre en compte les contraintes des personnes en situation de handicap. Et l'objectif affiché ici est vertigineux sur le plan des travaux. Ils veulent rendre 100% des trottoirs et 100% des bâtiments municipaux accessibles d'ici 2022. C'est un chantier herculien. Mais ce n'est pas l'objectif en soi qui surprend, c'est la méthode de gouvernance associée. Le programme octroie un pouvoir de veto inédit au Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, le CDCA. Une instance consultative. Oui, composée d'associations et de citoyens concernés. Et concrètement,
Imaginons que la mairie veuille réaménager entièrement la place de la République. Si les pentes des trottoirs ou les feux sonores ne conviennent pas au CDCA, cette instance peut bloquer les pelleteuses. Littéralement. Le Conseil de Paris, qui est pourtant élu par des millions de Parisiens au suffrage universel, perdrait le dernier mot sur l'aménagement de l'espace public. C'est un transfert de pouvoir démocratique stupéfiant. Mais c'est exactement le but recherché par les concepteurs du programme. En confiant ce droit de veto, l'exécutif municipal s'oblige contractuellement à la perfection sur l'accessibilité. Sous peine de blocage total. Voilà. C'est une perte volontaire de souveraineté institutionnelle au profit de ce qu'on appelle une démocratie d'usage. Les personnes directement concernées par une difficulté se voient confier le pouvoir d'empêcher les élus de passer en force. Ce qui nous mène logiquement à la dernière dimension de notre analyse, la refonte des règles du jeu démocratique local. Ce qu'ils appellent la révolution citoyenne. Parce que pour garantir que toutes ces politiques ne soient pas balayées par la prochaine élection, il faut verrouiller le système en quelque sorte. Les réformes institutionnelles listées sont très concrètes. On trouve d'abord l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne, le RIC, au niveau de la ville. Il pourrait être déclenché automatiquement dès la collecte de 100 000 signatures de Parisiens. Forçons la mairie à soumettre le sujet au vote populaire. C'est ça. Ensuite, il y a l'introduction d'un référendum révocatoire. Si un élu manque à ses engagements, les citoyens pourraient lancer une procédure pour le démettre de ses fonctions avant la fin légale de son mandat. Il parle aussi du droit de vote, non ? Oui, une mesure forte pour peser sur la démographie électorale, l'abaissement du droit de vote à 16 ans pour tous les scrutins locaux. Assez radical dans la section Produire à Paris. L'objectif est de réindustrialiser l'intérieur de la capitale. On y évoque le soutien à des microdistilleries, des ateliers textiles et même la relance massive de l'agriculture urbaine. Comme la culture de champignons de Paris dans les sous-sols et les parkings désaffectés. Exactement. Mais ce qui attire vraiment l'œil, c'est la gestion des baux commerciaux. Le programme annonce que la ville achètera 150 locaux commerciaux par an pour les soustraire à la spéculation et les louera à des artisans. Et le mécanisme est fascinant. Complètement. Le loyer ne sera plus à montant fixe indexé sur le marché immobilier, mais correspondra strictement à 5% du chiffre d'affaires de l'artisan. Donc si le cordonnier ou le boulanger a un mauvais mois, Son loyer baisse. C'est un partage des risques qui rompt totalement avec la logique implacable du bail commercial classique. et ce désir de reprendre le contrôle s'applique aussi à l'infrastructure numérique apparemment. Oui, le programme dresse un constat très sévère sur la dématérialisation à outrance. Il pointe que près de 15% de la population subit la fracture numérique. La réponse apportée, c'est le maintien obligatoire de guichets physiques uniques avec des agents humains. Une bonne chose pour beaucoup de gens. Certainement. Et en parallèle, pour l'administration elle-même, la directive est un passage intégral vers des logiciels libres, la création d'une intelligence artificielle souveraine gérée publiquement et surtout une ligne rouge absolue. L'interdiction de la reconnaissance faciale. L'interdiction ferme de toute technologie de reconnaissance faciale dans les rues de Paris. Alors, sur le papier, c'est très clair. Mais qu'est-ce que tout cela implique logistiquement ? Prenons l'exemple des logiciels libres. Passer l'administration parisienne sous logiciel libre, c'est comme exiger qu'une immense entreprise multinationale désinstalle Windows de tous ses ordinateurs du jour au lendemain pour passer sous un système d'exploitation alternatif. C'est un défi immense. Philosophiquement, c'est un acte de souveraineté brillant pour ne plus dépendre des géants de la technologie américaine. Mais sur le terrain, il y a environ 50 000 agents à la ville de Paris. Il faut former des dizaines de milliers de personnes, des urbanistes, des comptables, à réapprendre entièrement leurs outils de travail quotidien. C'est une révolution technique d'une complexité inouïe. Absolument. Et cet exemple technologique illustre parfaitement la philosophie générale du fichier Z kikiru.pdf. Ce qui nous amène d'ailleurs à la synthèse de notre exploration. Oui, résumons tout cela. Ce que nous venons de décortiquer s'oppose frontalement à la vision libérale ou conservatrice qui aborde la gestion de Paris comme celle d'une immense entreprise nécessitant une optimisation comptable. Ici, le projet est pensé comme un outil de rupture militante. C'est l'essence de ce qu'ils appellent le communalisme, n'est-ce pas ? Exactement. La ville est conceptualisée comme un bouclier social et un espace de résistance face aux règles de l'économie de marché mondialisée. L'endettement massif est assumé intellectuellement, non pas comme une erreur de gestion, mais comme l'outil nécessaire pour financer la redistribution et protéger les habitants de la spéculation. Et c'est exactement pour cela que cette plongée dans nos sources est fondamentale pour comprendre l'avenir de nos grandes métropoles. Les élections de 2026 cristallisent vraiment un affrontement entre deux visions idéologiques parfaitement irréconciliables. Deux mondes différents.
D'un côté, une capitale conçue comme un moteur économique national, qu'il faut assainir financièrement et sécuriser pour les investisseurs. Et de l'autre, la vision que nous venons d'explorer. Une ville perçue comme un écosystème en péril, qu'il faut extraire des lois du marché par la réquisition, la taxation punitive et la socialisation des coûts d'habitat. Ce qui soulève une ultime question pour notre public. Et c'est peut-être la plus vertigineuse de toutes quand on analyse les mécanismes légaux nécessaires pour appliquer ce programme. Je vous écoute. Au-delà des oppositions locales et des batailles de chiffres au Conseil de Paris, le véritable mur qui se dresse face à un tel projet, n'est-ce pas l'État central lui-même ? C'est la grande question, oui. Entre la volonté de créer de nouvelles taxes sur le luxe, d'instaurer un revenu municipal garanti, d'appliquer des réquisitions forcées ou de transférer des pouvoirs de veto à des instances non élues, on touche très clairement aux limites constitutionnelles. C'est certain. Dans quelle mesure le cadre légal national français, qui est profondément centralisateur par tradition, permet-il réellement à une municipalité, même de la taille de Paris, de faire presque sécession avec le cadre légal de l'économie de marché ? C'est l'inconnu majeur de cette équation politique. Le débat sur l'avenir de Paris dépasse désormais la simple question de savoir comment réparer les finances ou boucher les nids de poules. Tout à fait. La véritable question posée par ces élections est de savoir jusqu'où le pouvoir local peut s'étendre face aux lois nationales pour redessiner la vie de ses habitants. C'est un test de résistance à grande échelle de nos institutions démocratiques. Une réflexion que nous laissons à ceux qui nous écoutent le soin de poursuivre. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans nos sources.